ثانية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية نحبوا الجزائر ما كاش عصابة ثانية قولوا للبلطجي 10 شهور كاس المية وتبكي الإرهابي تحرمنا من الحرية قولوا للبلطجي 10 شهور كاس المية ما تبكي الإرهابي تحرمنا من الحرية Bonjour, donc comme chaque année, Algeria Watch tient à marquer l'anniversaire du coup d'État du 11 janvier 1992, qui reste absolument structurant pour comprendre l'Algérie et la situation algérienne jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est elle qui a ce coup d'État militaire qui a déclenché une décennie d'horreur et de guerre absolument terrible qui marque encore très très profondément la société algérienne. Mais ce 28e anniversaire, il est différent des précédents, puisqu'il intervient à l'issue d'une année tout à fait extraordinaire, où on a vu, contrairement à tous les pronostics, y compris les nôtres, je dois dire l'année dernière, à la même époque, il y a un an, le peuple algérien, la société algérienne tout entière se soulevait dans ce mouvement qu'ils ont appelé le Hirak, et pas seulement à Alger, dans toutes les villes, de toutes les villes du pays, y compris les villages du pays, et cela jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le 22 février, chaque vendredi, chaque mardi pour les étudiants, on a des manifestations qui réclament que ce pouvoir dégage. Donc le bilan qu'on va essayer de faire aujourd'hui, il est très très particulier parce que c'est encore un chemin qui reste à parcourir. L'issue de ce mouvement évidemment est inconnue. C'est une mobilisation qui a des hauts et des bas mais qui globalement ne faiblit pas. Et le pouvoir pour ça, et pourtant fait tout pour essayer de la bâcher, de la mater, sans y parvenir. Alors pour en parler ce soir, nous avons donc Omar Bendera, économiste, membre d'Algeria Watch, et Habib Souaïdia, qui est ancien militaire, qui a publié le livre en 2001, La sale guerre, qui a beaucoup marqué et qui reste aujourd'hui la référence sur ce que les forces spéciales de l'armée algérienne ont pu faire contre la population civile pendant toutes ces années-là, et qui reste aussi, comme nous tous, engagé dans la défense des droits de l'homme en Algérie et dans la compréhension de cette société. Voilà. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, évidemment, apparemment, il y a eu un grand événement qui est l'élection présidentielle après le renoncement du 5e mandat de M. Bouteflika, qui n'était qu'un légume, évidemment. Mais donc, il y a eu tous ces mouvements, et puis il y a eu une deuxième élection présidentielle qui était prévue en juillet, qui a été annulée. Et finalement, l'élection présidentielle a eu lieu en décembre et a donné lieu à l'élection de M. Tebboune comme chef de l'État, et qui vient de nommer un gouvernement. Donc la première question, il faut essayer de comprendre quelle est la logique de la mise en place de cette nouvelle façade civile. Et donc je demanderai à Omar Bendera, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle façade civile? Est-ce que c'est un renouvellement important par rapport à la façade civile précédente? Et comment on peut caractériser même les personnes qui occupent les différents postes ministériels? C'est un renouvellement factice de pure forme. Il s'agit tout simplement d'un recyclage du même personnel, à quelques exceptions près mais marginales. Ce président de la République élu dans des conditions complètement folkloriques est lui-même un cadre du régime depuis l'origine. Il ne faut pas oublier que Tebboune a été l'adjoint de l'Arbi Belkher au ministère de l'Intérieur lors de la dissolution du FIS, et que Tebboune avait été chargé en tant que responsable des collectivités locales de la dissolution des APC-FIS et des APW-FIS, et de la nomination des délégués exécutifs communaux. Donc c'est un homme qui est au cœur du système, c'est un apparatchik, un bureaucrate extrêmement inséré dans l'organisation politico-militaire ou militaro-civile du régime. Alors ce nouveau gouvernement, il est composé de qui? Son chef est un élément historique de l'éradication, Djerad. C'est aussi un cadre, un des éléments du
dispositif sécuritaire, politico-sécuritaire algérien. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces gens-là sont chargés de donner l'impression d'un renouvellement, ce qui est relativement facile après 20 années de stagnation absolue sous la férule combinée de Bouteflika et de Gaïd Salah. Donc voilà, il s'agit d'un renouvellement de la façade, mais d'un renouvellement qui puise dans les mêmes viviers, dans le même réservoir de figures civiles chargées de dissimuler le pouvoir, la réalité du pouvoir militaire en Algérie. Mais on a le sentiment en fait qu'il a été mis là à l'initiative des chefs de l'armée pour précisément essayer de faire des changements cosmétiques, peut-être changer la constitution, peut-être prendre un certain nombre de dispositions pour essayer d'étouffer le mouvement populaire. Est-ce qu'ils ont une chance d'y parvenir? Je ne crois pas. Je pense que le divorce entre la société, entre la population, en tous les cas des très larges catégories de la population, une grande partie de la société, et le pouvoir, il est consommé. Ce divorce, je ne pense pas que l'on puisse revenir dessus, il est irréversible. L'immense majorité de la population algérienne a exprimé un rejet complet du pouvoir et du système militaro-autoritaire qui sévit en Algérie depuis l'indépendance, et en particulier, comme tu l'as dit, depuis le coup d'État du 11 janvier 1992. Donc je ne pense pas qu'il puisse arriver à convaincre la population d'un nouveau changement. S'agissant de la Constitution, je crois que c'est la 15e fois ou la 20e fois, je ne sais pas, qu'on modifie la Constitution. En Algérie, la Constitution a la valeur d'un chiffon de papier. Elle n'a aucun sens. Chaque président désigné par le comité militaire chargé de la réalité du pouvoir, chaque président ordonne une modification de la Constitution qui n'aboutit à rien, car même quand ils font mine de la respecter, ils n'ont aucun scrupule à en modifier les dispositions, l'esprit et la lettre quand ça les arrange. Donc, si vous voulez, à mon avis, la Constitution n'est qu'un exercice de pure forme destiné à faire croire, mais à qui est dupe, destiné à faire croire qu'il y a un changement réel dans l'architecture politico-juridique du régime. D'accord, alors donc en substance ce qu'on peut dire, enfin ce qui semble se dégager de façon assez nette, c'est que finalement rien n'a changé sur l'essentiel, à savoir que c'est l'armée qui reste au cœur du régime, qui reste au cœur du pouvoir, et que même son pouvoir s'est certainement renforcé dans la période précédente, en 2019, puisque l'état-major, le chef de l'état-major, le général Gaïd Salah et ses pairs, ont réussi à mettre la main sur la police politique et à faire mettre en prison même le général Toufik Médiane, qui était le grand Manitou de la police politique depuis 25 ans. Donc il y a eu ce renforcement, mais alors effectivement, le 23 décembre, on apprend le décès brutal de M. Gaïd Salah âgé de 79 ans. Il faut rappeler que c'était quand même le plus vieux chef d'une armée dans le monde. Mais est-ce que ce décès va changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut dire de son remplaçant, le général Chingria? Est-ce que l'état-major est vraiment toujours aussi puissant qu'on le dit? Habib. Je vais rentrer dans le sujet en ajoutant juste un petit quelque chose sur ce que vient de dire Omar, et c'est très juste ce qu'il vient de dire. C'est que quelqu'un comme Tebboune, on le connaît, c'est un médiocre. Il était un ministre médiocre. Tout le monde sait que c'est un ministre médiocre. Son premier ministre, c'est un ministre médiocre. Pareil. Et Chingria, que personnellement j'ai connu quand j'étais officier, on sait ce qu'il est. C'est l'un des généraux qui, à l'époque, les années 90, était aussi chargé de la lutte antiterroriste, mais à l'époque, il était juste chef d'unité. Il n'était pas aujourd'hui chef d'état-major. Donc c'est un criminel et un assassin que je citais il y a déjà de ça 20 ans, 20 longues années, et aujourd'hui, il arrive au poste suprême de l'armée. Les gens ils posent des questions, comment c'est arrivé ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'à une certaine époque nous ont dit, et surtout en Algérie, et vous vous souvenez tous de la campagne médiatique qui a été menée contre ce que j'ai raconté dans la sale guerre, sur les exactions de l'armée,
Et la presse algérienne et les intellectuels et les politiques ont dit non. Même le général Lazare a dit, si Habib Soueidi a décrit ces généraux comme des assassins, des monstres, moi, il avait dit des monstres, moi aussi je suis un monstre. C'est ça. Ben voilà, nous avons un monstre à la tête de l'état-major. Et ce n'est pas uniquement son cas lui, puisqu'il y en a d'autres aussi qui sont à l'état-major. Ce qui se passe, c'est que ces gens sont arrivés grâce au crime de masse qui a été commis pendant la décennie noire. Ils ont eu une responsabilité plus importante que la mienne. Moi j'étais lieutenant, sous-lieutenant, j'étais chef section, chef compagnie, mais eux, ils étaient des chefs de division blindée. Ils avaient l'accès directement à l'état-major, au chef d'état-major, aux grands généraux, aux gens viristes, et qui les côtoyaient de près. Donc ils se rencontraient dans les mêmes bureaux, et tout le monde recevait des ordres de faire ça ou ça ou ça, et de mener la politique criminelle qu'ils ont menée pendant l'année 90. Ça, c'est un fait. Moi, personnellement, j'étais témoin sur cette période. Maintenant, c'est qui est responsable de ça, de son arrivée, de ces gens-là à l'état-major? C'est aussi une partie de la presse et des partis politiques en Algérie qui ont défendu cette armée ou ces généraux qui étaient à la tête de l'armée en disant que c'était la lutte contre le terrorisme, il n'y avait pas de disparu, il n'y a pas de torture, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas d'exécution extrajudiciaire, il n'y a pas de tout ça. C'est du blabla, c'est les ennemis de l'Algérie et en particulier c'est la France qui manipule. C'est le même discours qu'on voit aujourd'hui qui se répète encore avec le Hirak. C'est tout le Hirak maintenant qui est manipulé par la France, par des forces étrangères pour nuire à l'Algérie. Et aujourd'hui, une partie de ces gens qui ont nié les faits sont aujourd'hui avec le Hirak. Disent qu'ils sont avec le Hirak. Et ils disent qu'ils sont avec le Hirak. La presse francophone ou arabophone, voilà, c'est tout le monde qui sont tous avec le Hirak, avec un changement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ont laissé faire. Les gens. C'est-à-dire les partis politiques, la presse, les intellectuels, la façade civile qui était à l'époque, était là, et ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire parce que c'était peut-être dans leur intérêt, parce qu'ils croyaient que Tawfiq est un dieu. Et à la fin de compte, Tawfiq est en prison, entre 4 murs. Alors justement, Habib, là j'ai une question à propos de la police politique du DRS, qui est devenue maintenant, qui a changé de nom plusieurs fois, n'est-ce pas? Et est-ce que la police politique est toujours aussi forte, et quel est le rôle de l'état-major par rapport à cette police politique? Ben justement, j'allais arriver. Ce qui s'est passé depuis, avant le Hirak, depuis au moins 2004, c'est qu'il y avait une guerre ouverte. Tout le monde, on a suivi tous la guerre qui s'est déroulée à l'intérieur du système entre Gaïd Salah, l'état-major et les services de renseignement, l'état-major et bien sûr la présidence de la République contre Tawfiq. Il y a eu, on a senti, on a vu des attentats qui ont été commis. On a vu des gens qui ont des manipulations de la société algérienne. On a vu l'affaire de Rardaya, par exemple, à Ain Salah. On a vu, par exemple, l'attentat juste là, en 2017, juste avant en 2017, il y a eu un attentat où il y a eu à peu près 9 soldats qui sont morts à Ain Defla. Et c'était à une période entre 2013 et 2017, la période où le président Bouteflika était complètement malade et absent. Et là, il y avait cette guerre entre l'état-major et les services de renseignement. Et à la fin de compte, chacun utilise la violence contre l'autre, ou la manipulation, ou d'autres crimes qui ont été commis, soit comme l'affaire de cocaïne qui s'est terminée en 2018, avec l'arrestation de plusieurs généraux-majors des services de renseignement, de la police, de la gendarmerie, des régions militaires qui ont été écartés. Et à la fin de compte, tout le monde savait qu'il y avait une guerre de clans et qu'il y avait des gens qui mouraient pour rien et que la richesse de l'Algérie a été volée par ceux de clans et qu'il y a des milliards, voire des millions qui ont parti en fumée. Et tout le monde était content, d'accord, sur la situation, pourvu que le DRS gagne
Parce qu'il y avait un groupe qui attendait que le DRS gagne sur l'état-major. Il a perdu. À la fin de compte, le DRS a perdu sa guerre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à 2019, le 22 février 2019, où le peuple a découvert pendant au moins 5-6 années, cette année, la guerre qui s'est déroulée, la dernière affaire de cocaïne a éclaboussé tout le système, et les gens ils ont découvert que les hauts responsables de sécurité qui sont chargés de sa protection sont tous des criminels et des vendeurs de drogue. On arrête un général-major, chef de la lutte antiterroriste, on l'arrête pour constitution de groupes armés, de groupes terroristes, dissimulation d'informations stratégiques. Tout ça a fait que la société a vu cette guerre, même si elle n'était pas déclarée, on l'a vu, on l'a senti. Nous, ici en France, Omar ou moi, ou n'importe quel autre Algérien, a senti qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et qu'effectivement, ça peut terminer mal. Heureusement que le peuple était au-dessus de tout le monde. Et depuis le 22 février, on a une révolution qui est extraordinaire. Le peuple est sorti dans la rue, il a investi la scène politique et tous les regards se dirigent vers ce peuple-là. Voilà où nous sommes, c'est-à-dire d'une période jusqu'à de toute cette période où on l'a vu jusqu'à 2009. Maintenant, Chengriha aujourd'hui, il est arrivé grâce à tout le monde, grâce au gouvernement, grâce à ces intellectuels, parce qu'à l'époque on disait c'est des gens qui luttaient contre le terrorisme, ils n'ont rien fait du tout, il n'y a pas eu de crimes. Aujourd'hui, l'état-major et l'armée, il est face au peuple. Il n'y a que ces deux pôles en Algérie. D'accord. L'armée, depuis 62 et depuis même 92, c'est eux qui décident de ce qui va être président, ministre ou même directeur général d'une institution. Très bien. Pour compléter ce que tu viens de dire, Habib, je précise que sur le site Algeria Watch, nous avons mis en ligne les pages de ton livre, La Sale Guerre, où on parle du général Chengriha, on parle de ces généraux qui aujourd'hui sont au cœur du système. Donc il y a un article que vous trouverez facilement, qui a été publié il n'y a pas longtemps. Alors maintenant, je voudrais en venir, vous avez parlé tous les deux des manipulations à la fois internes, celle de la police politique, celle de l'état-major, etc., celle de certains médias aussi. Il y a aussi des manipulations externes. Et donc la question c'est, on a l'impression quelquefois à lire une certaine presse ou à entendre certains commentateurs que le Irak est un mouvement très partagé, qu'il y a un peu de tout, et on entend des gens qui prétendent le soutenir, mais qui en fait après se révèlent des soutiens du gouvernement. Donc quel est le jeu de ces manipulations, en commençant par les manipulations internes, et puis après on parlera des manipulations externes pour autant qu'il y en ait aussi. La gestion de la confusion, la gestion du désordre est une des constantes, une des pratiques permanentes du régime algérien. Les crises du régime algérien, ce n'est pas la première, celle qui agite depuis quelques années le sérail entre partisans des anciens chefs de la sécurité militaire et de l'état-major. Ces crises se répètent et prennent des allures paroxystiques à chaque fois que la rente se contracte. À chaque fois que la rente se contracte, les groupes d'intérêt derrière les généraux s'affrontent avec férocité pour le partage de cette rente. Et quand cette rente pétrolière extractive ne suffit plus, on a recours à la cocaïne, on a recours à des sources d'enrichissement directement criminelles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces conflits-là ont bel et bien lieu. Ce sont des conflits de pouvoir autour du contrôle de la rente. Ce ne sont pas des conflits idéologiques, ce ne sont pas des conflits de personnes. Il s'agit d'un mécanisme finalement assez installé dans le système depuis la mort de Boumedienne, depuis l'élection de Chebli, depuis octobre 88 et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un coup d'accordéon dans la rente, les clans se forment et se disputent jusqu'à pratiquement l'élimination physique, comme ça a pu avoir lieu dans le passé. Donc aujourd'hui, qui manipule qui? Eh bien, dans un système où la manipulation est la constante du régime, il est évident que l'analyse conspirationniste est la plus simple. Le Gaïd Salah
disait lui-même du soi-disant Hirak, selon ses termes, qu'il n'était qu'une espèce de création de la bande, du gang, du gang dirigé par Tofé. Nous savons bien que même s'il y a eu effectivement des tentatives d'instrumentalisation de ce mouvement populaire, nous savons tous que le mouvement populaire n'est pas manipulé. Est-il manipulable? Ce qu'on peut constater depuis le début, c'est que les Algériens ne sont pas dupes. Ils réclament la fin de toute la bande, que ce soit celle qui est déjà en prison ou que ce soit celle qui est encore au pouvoir. Donc on voit bien à ce niveau que les tentatives de manipulation, finalement, même si elles occupent la presse, une presse corrompue, une presse vendue, une presse sans honneur ni morale, ces intellectuels qui sont au service du régime, qui passent leur temps à nous pondre des analyses totalement farfelues sur l'extrême pénétration de la société algérienne par des services de renseignement étrangers, par des organismes de déstabilisation, etc., comme les manœuvres autour des révolutions de couleur financées par Soros. Tout ça fait partie de cette espèce de montage visant à décrédibiliser la politique. Ce qui gêne le pouvoir en Algérie, c'est la politique. Ce qui n'est pas accepté par le pouvoir, c'est que le peuple puisse avoir le front, l'audace, oser faire de la politique. Et donc faire de la politique pour le régime, c'est comploter. Parce que ce qu'il fait, lui, en permanence, le régime, c'est le complot. C'est un coup d'État permanent. C'est une formule assez utilisée en France. Le régime est un coup d'État permanent. C'est un putsch et une conspiration permanente. Mais alors, mon sentiment, c'est qu'en effet, les gens qui manifestent dans les rues là, depuis le 22 février 2019, ils sont parfaitement lucides sur ces manipulations du régime. Néanmoins, c'est sûr que vu de l'extérieur, en particulier de France, pour certains médias, il est troublant de voir que les intellectuels dont parlait Omar, prétendent qu'ils soutiennent le Hirak. Et après, on va les retrouver à la remorque du régime. Donc comment comprendre ça? Quelle est la sincérité de ces personnes? Et notamment, il y en a aussi beaucoup dans la diaspora, en France, mais pas qu'en France, au Canada ou ailleurs, et dont on a le sentiment qu'ils sont des fervents supporters du mouvement, et en même temps, on les retrouve à dialoguer avec ce gouvernement. Vous savez, j'ai une phrase, j'ai dit il y a des années, je dis que les éradicateurs souvent, c'est comme les militaires, ils ont toujours raison, ils n'ont jamais tort. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire que ces gens... Les éradicateurs, pour rappeler, hein, c'était ceux qui, pendant les années de la sale guerre, étaient pour l'élimination physique de tout ce qui était, tous les partisans de l'islam politique. C'est-à-dire ceux qu'on présente ici comme des démocrates, alors qu'ils sont des démocrates non pratiquants en fait. Tout le monde savait ça. Ouais. C'est des démocrates non pratiquants. Ils n'ont jamais pratiqué la démocratie. Ils la pratiquent juste avec le général Tofir, le service de renseignement, mais avec le peuple, ils n'ont jamais pratiqué ça. C'est juste des slogans qu'on dit à la télévision, dans les télévisions ici en France, on les présente comme des grands opposants, des grands démocrates algériens, des grands éclairés entre guillemets, et qui parlent de l'Algérie et du peuple algérien, alors qu'effectivement, ils ont tout faux. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a dit en politique, je me suis trompé de société. Ouais. Aujourd'hui, celui qui s'est trompé de société, il est au devant de la scène et dans les ordres et essaye d'organiser des conférences, ici en France. Ah oui, ici en France, oui, tout à fait. Des conférences ici en France et il y a un parterre de journalistes et d'intellectuels de Français qui écoutent cet homme-là comme un grand monsieur. Grand démocrate. Alors qu'effectivement, si on voit son parcours, si on revient à son parcours, ou à leur parcours à tous, je ne parle pas d'une seule personne, ils sont nombreux, on trouve qu'à chaque fois, ils ont changé de veste. Là où il y a leur intérêt, là où il y a quelque chose à gratter, par là, par-ci. L'essentiel, c'est qu'ils restent, ils restent au devant de la scène et ils mènent le combat. Leur combat, eux, c'est le combat d'éradiquer, c'est-à-dire j'éradique tout le monde, et moi je reste en haut et je règne sur les morts. C'est ce qu'ils ont fait pendant pratiquement 25 ans, maintenant, depuis le coup d'État de janvier 92. Ils étaient là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que quand j'ai parlé tout à l'heure de la guerre des clans qui s'est déroulée avant le 22 février,
il n'y a pas uniquement que des militaires, il y a des civils aussi. Bien sûr. Et ces civils aujourd'hui, ils sont dans le Hirak. Voilà. Il y a ils sortent chaque jour, chaque vendredi, il y a des gens, on les voit, on les connaît, ils sont là, entourés des gens, et ils hurlent, on veut une démocratie, on veut un état de droit, alors que je sais personnellement que si eux, ils reviennent au devant de la scène, ils prennent le pouvoir, ils vont écraser tout le monde. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui en Algérie. Donc il y a un groupe de personnes qui ont des intérêts bien précis, qui essayent de manipuler le Hirak. Le Hirak, il n'est pas manipulable. On l'a dit, on le répète, Omar l'a dit aussi, il le répète. Et on essaye d'avertir ces jeunes gens. Parfois, on voit des gens parler en disant, des gens de 25 ans, il dit, moi, j'ai pas connu les années 90, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est lui qui ne connaît pas son passé, n'a pas d'avenir. Donc pour conclure, enfin pas pour conclure, mais en tout cas, ce qu'il faut évoquer, c'est aussi les questions internationales, puisque en ce moment, il y a une actualité très forte qui est la Libye, n'est-ce pas, avec des acteurs du monde entier, des puissances du monde entier. On parle de la Turquie, mais il n'y a pas que la Turquie qui est à la manœuvre. Il y a beaucoup d'autres puissances qui sont à la manœuvre sur le terrain libyen. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur la situation en Algérie? Et surtout, est-ce que ces manipulations qu'on voit à l'œuvre dans la région, pour l'instant, elles sont centrées sur la Libye, mais est-ce qu'il en existe aussi des puissances étrangères, de quelles qu'elles soient, en Algérie même, au sein du pouvoir ou pas, et quel rôle ça peut jouer? S'il y a un consensus international, s'agissant d'Algérie, un consensus partagé par la France, partagé par les Émirats, par l'Arabie Saoudite, par les États-Unis, s'il y a un consensus, c'est bien celui d'empêcher toute évolution démocratique de la société algérienne. Je pense que si manipulation il y a, et intervention étrangère il y a, elle n'est pas celle que nous présentent ces pseudo-experts d'une déstabilisation dans le sens d'une révolution orange par la rue, elle est plutôt dans le sens d'un maintien de régime autoritaire qui arrange absolument tout le monde. Les pays du Golfe ne veulent pas d'une contagion démocratique. Les réseaux de commissionnement franco-algériens savent que leurs intérêts sont directement menacés par l'émergence d'une société plurielle et d'un gouvernement amené à rendre des comptes. Donc, si vous voulez, si manipulation il y a, elle vient au service du régime. S'agissant de la situation en Libye, la situation en Libye, elle exprime l'affaiblissement de l'Algérie depuis l'origine. Une Algérie forte, une Algérie pays pivot, comme l'a présenté certains pseudo-intellectuels médiatiques, n'aurait pas permis le bombardement démocratique de 2011. C'est l'affaiblissement politique de l'Algérie qui a fait que la France, l'Angleterre et les États-Unis se sont crus autorisés de bombarder un pays pour l'amener sur la voie de la lumière et de la paix. Aujourd'hui, le discours politique algérien s'agissant de la très grave déstabilisation libyenne est un discours absolument inaudible, qui consiste à dire nous ne sortons pas de nos frontières, notre armée n'a pas vocation à sortir de nos frontières, et nous voulons une solution politique imposée par le Conseil de sécurité, une solution politique qui soit assortie de sanctions au cas où une des parties ne respecterait pas les injonctions de la communauté internationale. Il s'agit d'un vœu pieux. Il s'agit d'une posture totalement défensive qui ne convainc personne. En réalité, ce qui se passe en Libye n'est pas une guerre civile au sens classique, c'est une guerre entre plusieurs groupes, dont le plus emblématique est celui dirigé par le maréchal Haftar, un agent de la CIA, qui est aussi un agent au service de l'Occident, de la France, de l'Égypte, des Émirats Unis, et de l'Arabie Saoudite, et aussi, paradoxalement, de la Russie qui se retrouve à soutenir cet aventurier. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que nous avons affaire à une kyrielle de milices tribales, de milices ethniques, de milices politiques, qui fait que la situation en Libye est appelée à se complexifier et à se structurer autour du désordre. Et c'est ça qui est l'élément le plus dangereux pour la stabilité de l'Algérie, mais de la Tunisie surtout, et de toute la région maghrébo-sahélienne. Voilà.
Bon, il faut conclure là-dessus. Habib, est-ce que tu confirmes l'analyse de Omar là, sur les influences autour de la Libye, sur l'Algérie? Oui, il vient de le démontrer bien sur la question libyenne. Ça concerne directement la sécurité algérienne. C'est aussi le problème de la Libye, c'est que les Algériens n'ont pas intervenu à temps pour essayer d'empêcher tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça c'est sûr. Il y a un soutien émirati, égyptien, saoudien au général Haftar. Et puis, nous avons un gouvernement libyen qui est un gouvernement légitime, reconnu par les Nations Unies, je pense, et les puissances. Et je pense, à mon sens, qu'il fallait ou il faut soutenir plutôt la légitimité ou le gouvernement qui est légitime. Oui, contre Haftar qui a vraiment une armée des milices, des mercenaires qui viennent du Tchad, du Mali, d'ailleurs, et c'est des groupes terroristes néfastes pour la Libye, pour l'Algérie, pour la Tunisie, pour toute la région. Et je pense que je suis d'accord avec lui sur ce sujet. D'accord. Bon, ben, il nous faut maintenant conclure. Donc simplement, ce que je peux dire, c'est que j'invite ceux qui voient cette émission à consulter régulièrement le site Algeria Watch, parce que nous continuons à suivre l'actualité de l'Algérie, pas au quotidien, mais presque, et notamment celle du Hirak. Il faudra rester extrêmement vigilant pour le soutenir et éviter des désinformations. Et comme information en conclusion, ce que je voudrais indiquer, c'est que Algeria Watch a pris l'initiative de réaliser un ouvrage collectif avec beaucoup de contributeurs d'Algérie, qui viennent d'Algérie, et qui ont vécu le mouvement depuis le début de son déclenchement, de faire donc un livre collectif qui essaie de rendre compte des causes, des conséquences et surtout de la nature et du développement de ce mouvement absolument extraordinaire. Le livre, il s'appelle Irak en Algérie, il sera en librairie le 20 février, donc juste à la date anniversaire du déclenchement du mouvement, et il est publié aux éditions La Fabrique. Bonsoir. ما تفكر إرهابي تعرفنا بالحرية